Alors Eric Boglio va nous parler de compétences en chirurgie d'urgence avec reconnaissance de la compétence en chirurgie d'urgence au niveau européen. Bien, je vous remercie. Je suis co-auteur avec Jonathan Tils, qui est un chirurgien britannique et qui est président du board de chirurgie d'urgence. Nous allons apporter la réponse. Qu'est-ce que la chirurgie d'urgence? Très rapidement. Alors le besoin, tout le monde le connaît, c'est la surspécialisation des chirurgiens et la spécificité de leur formation, puisque maintenant nous formons des chirurgiens endocriniens, bariatriques, colorectaux, hépatobiliaires, etc. Et il y a un besoin d'une formation transversale qui couvre ce qu'on pourrait appeler entre guillemets la chirurgie générale d'urgence, qui couvre également la traumatologie viscérale et qui couvre la chirurgie de recours. La réponse à cette question a été apportée par une organisation qui est on ne peut plus officielle, qui est l'Union européenne des médecins spécialistes, qui est l'union qui, à l'échelon européen, chapeaute l'ensemble des ordres professionnels médicaux dans tous les pays européens. Au sein de cette Union européenne des médecins spécialistes, il y a une section de chirurgie, et au sein de cette section de chirurgie a été créée récemment une division de chirurgie d'urgence avec un board européen de chirurgie d'urgence. Alors la définition, elle est officielle. J'ai traduit de l'anglais. La chirurgie d'urgence peut être définie comme la chirurgie destinée à la prise en charge d'une affection qui menace de manière aiguë la vie, un organe, un membre ou un tissu, et dont la cause est un traumatisme, une maladie aiguë, l'acutisation d'une maladie chronique ou la complication d'une opération chirurgicale ou de toute procédure interventionnelle. Les techniques à maîtriser pour la pratique de la chirurgie d'urgence sont celles nécessaires à la réalisation d'interventions de chirurgie abdominale, y compris urologique, thoracique, vasculaire et de tissus mous, qui ne peuvent être différées de plus de 24 heures. Et ça répond, quand on peut différer de plus de 24 heures, on sort du cadre de la chirurgie d'urgence. Quand on est obligé d'opérer dans les 24 heures, c'est de la chirurgie d'urgence. La décision politique qui était prise au niveau de l'Union européenne des médecins spécialistes a été de faire de la chirurgie d'urgence non pas une spécialité, mais une compétence transférable. Ce qui signifie que l'on peut être chirurgien viscéral, chirurgien vasculaire, chirurgien thoracique, chirurgien du trauma dans certains pays européens et chirurgien d'urgence. C'est un peu l'équivalent, pour prendre un équivalent français, des capacités chez nous en France. En effet, la réalité européenne, elle est variée. Dans plusieurs pays, l'Autriche, la Finlande, la Croatie, mais également la France, nous avons des chirurgiens généralistes. Enfin, qui existent en tant que telles comme spécialité tant qu'elles ne seront pas supprimées. Nous avons, dans les pays d'inspiration germanique, l'Allemagne, mais aussi la Hollande et la Slovénie, des chirurgiens qui sont des chirurgiens dits du trauma, qui ont une spécialité de chirurgie du trauma, qui sont en train, pour ce qui est de l'Allemagne, de tourner plus vers la traumatologie osseuse, avec une compétence dans la prise en charge de la traumatologie thoracique et abdominale, mais en faisant appel à des spécialistes. Donc ils sont un petit peu, ils opèrent quand c'est un os qui est cassé, et ils appellent leurs collègues généralistes, ou viscéral ou thoracique, quand c'est un os, quand c'est autre chose que l'os cassé. Et puis la France est en train de glisser d'un modèle de chirurgie générale à un modèle de chirurgie viscérale, puisque maintenant la spécialité en France, c'est officiel, et dans quelques années, puis ça sera acté, puisque le DES de chirurgie générale va disparaître, c'est le modèle de chirurgie viscérale. Les étapes ont été les suivantes. Un groupe de travail s'est constitué en 2015, avec première réunion à Berlin. Le curriculum a été défini, ensuite, avec les connaissances théoriques et les techniques à maîtriser. Ensuite, il y a eu publication en ligne en octobre 2015 des règles de l'European Board of Surgical Qualification. Il y a eu création d'une commission d'admissibilité et d'un jury d'examen, qui est l'examen du board. Et enfin, l'examen, le premier examen a eu lieu à Vienne en avril 2016. Alors voyons le contenu.
Au niveau des connaissances théoriques, il y a bilan initial de prise en charge du malade relevant de la chirurgie d'urgence ou du traumatisé. Il y a la maîtrise des examens complémentaires, les soins préopératoires, le traitement définitif chirurgical, les soins post-opératoires, une catégorie un petit peu fourre-tout, on a mis les affections diverses, et puis les aptitudes professionnelles à maîtriser. Dans les aptitudes professionnelles, il y a des aspects comme l'éthique, comme l'organisation d'une équipe, la gestion d'un service, etc. Au niveau des connaissances pratiques, et ça c'est probablement le plus important, il y a 250 crédits, c'est-à-dire 250 interventions que le futur chirurgien impétrant doit avoir réalisées en tant que chirurgien en premier. Il y a 150 interventions dans une autre catégorie où il doit avoir été chirurgien en premier ou aide. Il y a d'autres interventions, il faut en avoir fait une centaine, et puis il y a des variations régionales, ce qui fait un total de 550 crédits. À cela vient s'ajouter 2 diplômes qui sont obligatoires, l'ATLS et le DSTC ou équivalent. C'est-à-dire qu'un candidat qui vient en disant « j'ai été aux États-Unis et j'ai passé l'ACET et l'ATOM », on lui accepterait probablement en équivalence. Pour pouvoir présenter son dossier, il faut avoir terminé sa formation chirurgicale et avoir le diplôme national de chirurgien. Il faut avoir rempli donc, le cahier des interventions avec tous les crédits. Il faut fournir le diplôme ATLS, le diplôme DSTC. Il faut avoir des publications scientifiques, avoir fait des présentations orales dans des congrès nationaux ou internationaux, avoir participé à des congrès, même sans communiquer, et avoir la recommandation par 2 experts indépendants. L'examen, il repose sur 2 piliers, celui des connaissances pratiques, avec le cahier des interventions, qui est certifié par les différents tuteurs qui ont encadré au cours de sa formation le chirurgien, qui est évalué par la commission d'admissibilité et qui est un prérequis pour pouvoir passer l'examen du board. Et il y a les connaissances théoriques. L'examen du board, c'est un QCM de 3 heures et un examen clinique objectif structuré de 6 stations de 10 minutes. C'est des cas cliniques qui passent sur un PowerPoint relativement rapidement, puisqu'on est limité par le temps, et il faut être allé jusqu'au bout du cas clinique et avoir donné les bonnes réponses, et c'est avec une grille de réponses. Lorsque l'impétrant a passé avec succès ses épreuves, il est titulaire du titre de Fellow of the European Board of Surgery, Emergency Surgery. Alors, comment former les futurs chirurgiens d'urgence? Eh bien, c'est simple. Il y a des étapes un petit peu obligatoires et administratives, un prérequis, c'est l'ATLS et le DSTC. C'est d'avoir rempli le cahier des interventions au cours de son internat et de son assistanat. Et puis, il y a la catégorie D, qui c'est les variations régionales, où il faut avoir 50 crédits. Alors, on accepte des compétences en médecine d'urgence, un certain nombre d'intubations, par exemple. En ORL, ça va faire une trachéotomie. En endoscopie, il y a des pays européens où les chirurgiens viscéraux font leurs propres endoscopies, donc on accepte les gestes en endoscopie en crédit. La chirurgie pédiatrique compte pour donner des crédits. La gynécologie, avoir fait des césariennes, dans certains pays c'est obligatoire dans le cursus de formation. Chirurgie vasculaire, plastique, orthopédie. Et puis, également, j'ai mis cet exemple, c'est les compétences en échographie, puisqu'il est possible, par ce cours, d'acquérir les compétences en échographie pour le chirurgien. De plus en plus, il y a des chirurgiens qui se forment à l'échographie. Et donc, ça, c'est accepté, avoir fait 50 échographies de manière traçable et accepté pour les crédits. Et enfin, les congrès et les publications. On m'a posé tout à l'heure la question quid de l'enseignement de la chirurgie d'urgence. Il faut savoir que l'ESTES, la Société européenne de traumatologie et de chirurgie d'urgence, s'est mise d'accord avec l'American Association for the Surgery of Trauma. Donc on a la plus grosse organisation chirurgicale en chirurgie d'urgence européenne qui est mise d'accord avec la plus grosse organisation américaine en chirurgie d'urgence pour former un cours qui sera un cours de 2 jours focalisé sur l'urgence chirurgicale abdominale avec des présentations orales, des présentations de cas, des discussions de cas et des ateliers d'enseignement dirigé avec, par exemple, l'interprétation de scanners abdominaux, etc. Comment gérer les cas difficiles, quelles sont les indications du damage control abdominal en chirurgie d'urgence. Et il y a un manuel qui est publié chez Springer, qui est le manuel du cours.
Les premiers cours vont démarrer l'année prochaine et vous avez ici le logo du secours. Alors, d'un point de vue pratique, puisqu'on est au balbutiement de cette aventure, il va falloir s'accorder sur des standards et accepter des dérogations nationales, puisqu'il est impossible de mettre le document européen au diapason. Il va falloir tester les solutions qui ont été trouvées, développer un programme de formation, former des chirurgiens par programme, voir si, avec ce programme, ils arrivent à avoir un taux de réussite correct à l'examen, et ensuite accréditer des centres de formation. Tout ceci est dirigé par Jonathan Tessette, qui est, comme je vous l'ai dit, non seulement le président cette année de l'ESTES, mais également le président du Board européen de chirurgie d'urgence. Je vous remercie de votre attention et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que le congrès européen où on parle de chirurgie d'urgence et de traumatologie, c'est le congrès européin de traumatologie et chirurgie d'urgence qui se tiendra à Bucarest, en Roumanie, en mai prochain. Ouvert à la discussion. Est-ce qu'à terme, il n'y aura pas finalement, comme il y a des chirurgiens vasculaires, des chirurgiens hépatobiliaires, des chirurgiens codo, il n'y aura pas des chirurgiens urgentistes qui seront des professeurs ou pas, mais qui formeront des urgentistes aussi? Alors, cela est peut-être envisageable dans les centres académiques, dans les centres universitaires. Ce n'est pas souhaitable, enfin, il faut quand même garder une petite activité de chirurgie générale, de chirurgie réglée, juste pour faire les gammes, parce que la casuistique, elle n'est pas suffisante. L'urgence ne permet pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne a décidé d'en faire une compétence transférable et non pas une spécialité. Une question d'orthopédiste. Quelle est la place dans le système de la chirurgie orthopédique et traumatologique, en sachant qu'un certain nombre de patients, comme tu le sais, relèvent des deux spécialités? Et comment vous organisez cela? Le passage entre les deux, les jonctions, etc. Alors, au sein de la section de chirurgie, il y a une division de traumatologie qui correspond au modèle du chirurgien traumatologue allemand, et il y a une division d'orthopédie traumatologie. Voilà, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le chirurgien traumatologue, dans le sens allemand, il ne va pas poser une prothèse totale de hanche pour un problème d'arthrose de hanche. Mais il posera peut-être une prothèse si c'est dans les séquelles d'un traumatisme. Donc, la frontière entre les deux est un petit peu floue. Il y a eu une grosse discussion parce que ils ont commencé à dire, la division traumatologie a commencé à essayer de dire, oui, mais la traumatologie viscérale, c'est à nous. Et nous, on a dit non, ça ne correspond pas à la réalité dans beaucoup de pays européens, dont la France. Et donc, non, la traumatologie viscérale, c'est de la chirurgie d'urgence, et la chirurgie d'urgence, c'est la chirurgie viscérale d'urgence, plus la traumatologie. Moi, je voudrais juste féliciter ici à l'Académie Eric Goguillot pour le travail énorme qu'il produit de structuration académique nationale pour le DU traumatologie viscérale et internationale. Moi, j'ai vu passer tous les mails pour mettre au point ça. C'est absolument important comme travail. Pour répondre à la question qui a été évoquée, moi, je ne crois pas qu'il y aura des chirurgiens d'urgence. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'on est chirurgien digestif, chirurgien orthopédique, chirurgien thoracique. Et on est dans un centre où on fait de l'urgence et où on s'intéresse à l'urgence. Parce qu'il y a une notion extrêmement importante, c'est le training quotidien. Il faut faire tous les jours des opérations pour être performant. Et après, il y a l'ambiance culturelle où il faut s'intéresser aux urgences pour les faire bien. Donc moi, je ne crois pas à la spécialité du chirurgien d'urgence, je crois aux chirurgiens spécialistes, comme tu l'as dit d'ailleurs, qui sont qualifiés, diplômés et certifiés en urgence et qui sont dans l'atmosphère quotidienne où il y a de l'urgence quotidienne. Une question, Philippe Antoupé, chirurgien pédiatrique. Merci à la fois pour cette magnifique organisation de la séance passionnante et puis pour vos deux interventions. L'une donc concernant la TLS, vous faites découvrir en partie pour certains d'entre nous ces structures, et en finale l'UMS. Alors là, évidemment, l'UMS, on ne découvre pas,
On en entend rarement parler, en particulier dans ces murs, mais dans nos spécialités en général, mais régulièrement, et de manière assez aléatoire, parce que tout ce travail énorme de board qui prépare ces QCM, ces examens, l'examen dont vous parlez, c'est un coût énorme aussi pour les candidats et en travail pour ceux qui font tout ce travail. Et le résultat ne semble pas à la hauteur de l'énergie et de l'argent investis à date, c'est-à-dire aujourd'hui. Et si je prends clairement l'exemple d'une spécialité comme la mienne, quand on parle dans notre communauté at large de la spécialité en France, de ce qui est fait par le board du UMS, de la spécialité, les sections, les sous-sections, les joint committees, etc., on dit usine à gaz, clairement. On dit usine à gaz. À tel point que un des membres du bureau central, exécutif de l'UMS, dit lui-même, oui, c'est vrai, il y a eu un tel désordre depuis plusieurs décennies que même il y a eu une telle fuite d'argent non rentré, c'est-à-dire de cotisations non versées, qu'il faut qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Donc j'arrête là ce commentaire pour simplement vous poser la question, comment valoriser aujourd'hui et en France, et à coût raisonnable, tout cet énorme travail dont vous nous faites part. Alors, le sujet est éminemment politique. Beaucoup de pays européens ont choisi d'envoyer comme représentant à l'UMS leur ordre national. C'est l'équivalent. Les Espagnols ont envoyé leur ordre, les Italiens ont envoyé leur ordre, les Anglais ont envoyé les collèges, l'Autriche a envoyé l'ordre national, l'Allemagne a envoyé la Deutsche Gesellschaft, et ainsi de suite. La France a envoyé un syndicat. Yes. Il me semble... Voilà. Et donc la France est sous-représentée au sein de l'UMS. Moi, je suis rentré dans la division de chirurgie d'urgence, mais par le biais de l'ESTES, parce qu'on était la société savante européenne, et dont je suis vice-président, qui était représentative pour ce problème. Et donc l'UMS a contacté l'ESTES, a dit voilà, nous avons décidé de monter la chirurgie d'urgence et on vous demande de faire le job. C'est clair. Et j'espère qu'on l'a fait correctement. Et c'est à cette occasion-là où j'ai découvert qu'il n'y avait pas de représentant français, parce qu'ils y montent. Donc il y a peut-être, la nature ayant horreur du vide, peut-être que l'Académie nationale de chirurgie serait à même de remplir ce vide, ou l'Ordre national des médecins, ou des collèges pourraient remplir ce vide. Simplement une petite précision historique. Si la France est représentée par des syndicats, c'est parce que ces syndicats sont à l'origine de la création de l'UMS. Je n'y étais pas. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, mais ceci dit, les syndicats, je vois au niveau de l'orthopédie par exemple, les syndicalistes qui y vont sont validés par la Société française de chirurgie orthopédique, puisqu'il y a un représentant du collège et un représentant du syndicat des orthopédistes. Mais historiquement, c'est d'ailleurs les syndicats qui ont créé l'UMS. Et en France, le syndicat à l'époque, c'était le CSNF. Alors moi, pour le peu que j'en ai vu de l'UMS, je dois dire qu'ils ont une approche extrêmement pragmatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont une représentativité et qu'ils sont compétents, l'organisation est ouverte. Ce n'est pas... Si ce n'est qu'elle passe toujours par le syndicat. Normalement. Il faut et légitimement. être adhérent au syndicat pour y aller. Si vous me permettez de rebondir sur la réflexion de Paul Tenière, je crois qu'il est très très important que l'urgence soit considérée comme une discipline réelle, mais il serait une très grosse erreur que de fabriquer des spécialistes. Autrement dit, et c'est pas pour reprendre ce que nous avons fait à Grenoble, mais je crois que le fait d'orienter quelqu'un ou un élève sur une carrière qui comprenne la prise en charge des urgences et l'enseignement de l'urgence, mais qui est un arrière-pays, si on peut l'appeler comme ça,
de chirurgie programmée, conventionnelle, qui représente un certain nombre de jours dans la semaine, c'est la seule solution. Et néanmoins, le seul risque, et c'est un risque qui, à mon avis, a été observé très très souvent, c'est qu'on a nommé en France professeurs, des gens quelquefois sur un programme d'urgence, qui ont fait quelques années parfois, quelquefois une seule année, et puis qui petit à petit sont montés dans les étages et ont complètement oublié le pourquoi ils avaient été nommés. Et ça, c'est tout à fait logique. On ne peut pas ne faire que de l'urgence. Il faut avoir un programme, il faut être chirurgien, mais être passionné d'une certaine façon par l'urgence. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, exactement comme la chirurgie de la transplantation. C'est une activité non programmée. On ne peut pas être, à mon avis, un chirurgien que transplanteur, c'est-à-dire que des greffes de rein ou des greffes de foie. Il faut être un urologue qui fait de la chirurgie de transplantation du rein ou un chirurgien hépatobiliaire qui fait de la transplantation. Parce que c'est une activité non programmée, qui est variée. C'est très difficile d'ailleurs pour trouver cette activité à la fois programmée et d'urgence. Il faut que ce soit encadré, parce qu'on ne se lance pas dans une carrière comme ça pour le plaisir. Il faut que ce soit dans les structures universitaires. Mais c'est vraiment une vraie réflexion que tu mènes d'ailleurs, qu'on mène ensemble, sur la façon dont ça doit être mené. C'est pas facile.